27 octobre 1944. Colline 617. Montagne des Vosges, est de la France. La pluie n'avait pas cessé depuis 3 jours. Dans les denses forêts de pins des Vosges, la visibilité tombait à moins de 3 mètres. La température oscillait juste au-dessus du point de congélation, transformant les sentiers de montagne en rivières de boue. Quelque part dans cet enfer, 275 hommes du 1er bataillon, 141e régiment d'infanterie, le régiment Alamo du Texas, étaient blottis dans des trous de renard peu profonds, encerclés par les forces allemandes, à court de munitions, de nourriture et d'espoir. Ils étaient piégés depuis 3 jours, victimes d'une décision de commandement qui deviendrait l'une des plus controversées de l'histoire militaire américaine. À présent, tandis que l'artillerie allemande réduisait méthodiquement leur périmètre, leur seul espoir reposait sur une force de sauvetage improbable. Des soldats nippo-américains dont les propres familles étaient toujours emprisonnées dans des camps d'internement américains. Ce qui suivit au cours des 6 prochains jours deviendrait légendaire, une mission de sauvetage si coûteuse que les sauveteurs subirent plus de pertes que le nombre d'hommes qu'ils sauvèrent. Le 442e régiment de combat perdrait plus de 800 hommes pour sauver 211 Texans pris au piège. Ce faisant, il briserait les hypothèses militaires allemandes sur les capacités de combat américaines et forcerait l'Amérique elle-même à affronter ses propres préjugés. Voici l'histoire du sauvetage du bataillon perdu, l'une des 10 batailles terrestres les plus significatives de l'histoire de l'armée américaine. Selon les historiens militaires, c'est une histoire de courage impossible, de décisions de commandement discutables et du prix de la loyauté payée en sang. La crise commença le 24 octobre 1944 par une décision qui violait les principes militaires fondamentaux. Le major général John Ernest Dahlquist, commandant la 36e division d'infanterie, ordonna au 1er bataillon du 141e régiment d'infanterie d'avancer au-delà des lignes amies dans les montagnes des Vosges, densément boisées. L'objectif, s'emparer des hauteurs près de Bifontaine et couper les routes de ravitaillement allemandes. Le lieutenant Martin Higgins, officier des opérations du bataillon, reconnut immédiatement le danger. L'unité avancerait sans protection sur les flancs, sans réserve et sans ligne de ravitaillement sécurisée. L'étroite route forestière qui servait de seul lien avec les forces amies pouvait être facilement coupée par les Allemands. Mais Dahlquist, depuis son quartier général à des kilomètres derrière les lignes, insista pour une action agressive. À midi le 24 octobre, le bataillon avait avancé d'environ 6 kilomètres et atteint son objectif, une étroite crête désignée Colline 205. Ils établirent des positions défensives parmi les pins et attendirent que le reste du régiment les rejoigne. Cette jonction n'arriva jamais. La 19e armée allemande du général Friedrich Wiese attendait précisément cette opportunité. Les forces de la Wehrmacht s'étaient délibérément retirées de certaines positions, permettant aux Américains d'avancer dans ce que les stratèges militaires appellent un encerclement planifié. Une fois le bataillon en position, les forces allemandes frappèrent simultanément de 3 directions. Des éléments du 2001e bataillon de montagne allemand s'emparèrent des hauteurs surplombant la position américaine. Le 933e régiment de grenadiers coupa la route de ravitaillement derrière eux. Des unités allemandes supplémentaires scellèrent les brèches restantes. En quelques heures, le 1er bataillon était complètement encerclé par environ 6 000 à 8 000 soldats allemands. Les forces allemandes avaient passé des semaines à préparer des positions défensives dans les Vosges. Ils avaient construit des bunkers renforcés, posé des milliers de mines, dont des mines en bois indétectables aux détecteurs de métaux, et positionné de l'artillerie sur des pentes inversées où les tirs de contre-batterie américains ne pouvaient les atteindre. Le plus dévastateur fut leur utilisation de l'artillerie à éclatement dans les arbres. Des obus fusés, pour exploser dans la canopée forestière, créaient des averses mortelles de fragments de métal et d'éclats de bois, rendant les trous de renard presque inutiles. En moins de 24 heures, la situation du bataillon piégé devint critique. Les forces allemandes lancèrent des attaques de reconnaissance depuis plusieurs directions, tout en maintenant un harcèlement constant aux mortiers et à l'artillerie. Les Américains, qui s'attendaient à une avance brève, n'avaient emporté que des charges de combat de base en munitions et 3 jours de rations. L'eau devint la pénurie la plus critique. La seule source
était un ruisseau à 55 mètres du périmètre, complètement exposé aux positions de mitrailleuses allemandes. Des hommes rampèrent la nuit, se pressant dans la boue, tandis que les traceurs passaient au-dessus, essayant de remplir des gourdes et des casques. Beaucoup ne revenaient pas. Les tentatives de ravitaillement par air échouèrent à répétition. Des P-47, Thunderbolt du 365e groupe de chasse, larguèrent des fournitures par parachute. Mais dans la forêt dense et le brouillard, la plupart des colis tombèrent entre les mains allemandes ou se perdirent dans la nature. Sur de nombreux largages tentés, le bataillon piégé n'en récupéra qu'une poignée. Le 26 octobre, d'autres éléments du 141e d'infanterie tentèrent le premier sauvetage. Ils avancèrent de moins de 730 mètres avant que les défenses allemandes ne les arrêtent net. Le 142e régiment d'infanterie tenta ensuite, essayant de contourner les positions allemandes par une vallée voisine. Ils marchèrent dans un champ de mines couvert par de l'artillerie pré-réglée et furent forcés de se retirer après avoir subi de lourdes pertes. L'opérateur radio Irwin Blonder maintint un contact intermittent avec le quartier général de la division en utilisant la dernière radio SCR 300 fonctionnelle du bataillon. Une puissance de batterie limitée signifiait qu'il ne pouvait transmettre que 2 fois par jour. Les messages devinrent de plus en plus désespérés à mesure que les jours passaient, demandant des fournitures médicales, des munitions et un secours immédiat. Le 27 octobre, alors que les tentatives de sauvetage conventionnelles continuaient d'échouer, le général Dahlquist prit la décision qui définirait son héritage controversé. Il ordonna au 442e régiment de combat de percer jusqu'au bataillon perdu. Ces mots exacts, enregistrés par son aide, furent « Sortez-les à tout prix ». Le 442e venait d'être retiré de la ligne après 9 jours de combat continu pour libérer les villes de Bruyères et Bifontaine. Ils avaient subi des pertes significatives et n'étaient en réserve que depuis 36 heures. Pas assez de temps pour intégrer des remplaçants, réparer l'équipement ou se reposer. Beaucoup de soldats portaient encore des uniformes d'été dans les conditions glaciales de montagne. Le 442e était unique dans l'armée américaine. Une unité ségrégée, composée entièrement de soldats nippo-américains ou Nisei, deuxième génération d'immigrants japonais. Alors qu'ils combattaient en Europe, environ 120 000 nippo-américains, dont beaucoup de leurs familles, restaient emprisonnés dans des camps à travers l'Ouest américain, détenus sans procès en vertu de l'ordre exécutif 9066. La devise de l'unité était « Go for broke », un argot hawaïen signifiant « tout risquer dans un effort suprême ». Ils s'étaient déjà distingués en Italie, gagnant plus de décorations en 6 mois que la plupart des unités n'en gagnaient en des années. Le lieutenant-colonel Virgil Miller, commandant le 100e bataillon d'infanterie rattaché au 442e, protesta contre l'ordre directement auprès de Dahlquist. Ces hommes avaient désespérément besoin de repos et d'équipements divers. La réponse de Dahlquist fut brutale. Des soldats américains mouraient et le 442e les sauverait. À 4 heures, le 28 octobre, le 442e commença son avance. Le plan prévoyait que le 100e bataillon attaque sur le flanc droit, le 2e bataillon sur le gauche, avec le 3e bataillon en réserve. Le 522e bataillon d'artillerie de campagne fournirait un soutien, bien que la forêt et le temps rendent les tirs précis presque impossibles. Les conditions étaient infernales. La pluie avait transformé chaque sentier en boue. Les Allemands avaient passé des semaines à préparer des champs de tir entrelacés, à miner les approches et à enregistrer de l'artillerie sur chaque voie d'avance possible. Le premier contact eut lieu juste après l'aube. Les éléments de tête de la compagnie E tombèrent dans une embuscade. Des mitrailleuses allemandes MG-42 ouvrirent le feu depuis des positions camouflées à bout portant. En quelques secondes, plusieurs soldats étaient à terre. La réponse du 442e fut immédiate et violente. Plutôt que de chercher un abri et d'appeler l'artillerie, ils fixèrent leurs baïonnettes et chargèrent directement dans les positions allemandes. Cette tactique, l'assaut frontal contre des positions fortifiées, violait la doctrine militaire américaine qui privilégiait la puissance de feu à la manœuvre. Mais les soldats Nisei avaient appris qu'un combat rapproché agressif pouvait surmonter les avantages défensifs.
Les soldats allemands, formés à s'attendre à ce que les forces américaines se retirent face à de lourdes pertes, étaient psychologiquement mal préparés à des ennemis qui continuaient d'avancer malgré des pertes croissantes. La compagnie K, avançant sur le flanc opposé, heurta un champ de mines. La première mine arracha le pied d'un soldat à la cheville. Alors que les médecins se précipitaient, d'autres mines explosèrent. La compagnie fut forcée de s'arrêter tandis que les ingénieurs rampèrent sur le ventre, sondant les mines avec leurs baïonnettes. À la fin du premier jour, le 442e avait avancé de moins d'1,5 kilomètre à un coup terrible. Mais ils avaient réalisé quelque chose d'important. Ils avaient identifié la ligne défensive allemande principale le long d'une série de crêtes qui bloquaient l'accès au bataillon perdu. Les 29 et 30 octobre verraient certains des combats les plus intenses de la Seconde Guerre mondiale. Le point clé du terrain était la colline 617, une crête escarpée qui dominait toutes les approches du bataillon perdu. Les Allemands en avaient en fait une forteresse avec 3 lignes de tranchées distinctes, des bunkers en béton armé et un soutien d'artillerie pré-réglé. L'assaut commença à l'aube par un tir de barrage massif du 522e bataillon d'artillerie de campagne. Plus de 4000 obus tombèrent sur les positions allemandes en 3 heures. Mais les bunkers construits dans la pente inversée survécurent en grande partie intacts. Quand l'infanterie du 442e avança, elle rencontra un feu dévastateur. Ce qui arriva ensuite est devenu légendaire dans l'histoire militaire. Des soldats individuels, voyant leurs attaques marquer le pas, accomplirent des actes d'héroïsme extraordinaires. Le soldat Barney Hajiro, un récent remplaçant venu d'Hawaï, se leva en pleine vue des positions allemandes et marcha vers l'avant sous le feu des mitrailleuses. Il détruisit à lui seul 2 nids de mitrailleuses et tua 2 snipers, même après avoir été blessé à l'épaule. Ces actions inspirèrent toute sa compagnie à se lever et à charger. Sur une autre partie du champ de bataille, le soldat George Joe Sakato mena une charge qui transforma une défaite imminente en victoire. Quand son peloton était cloué au sol et en danger d'être submergé, Sakato chargea seul une position allemande défendue par 12 soldats. Il tua 12 soldats ennemis, en blessa 2 et en captura 4, permettant à son unité d'avancer. Ces actes individuels de courage permirent au 442e de percer les lignes allemandes, mais le coup fut stupéfiant. La compagnie K, qui avait commencé avec 186 hommes, fut réduite à 17 fusiliers encore capables de combattre. La compagnie Pim s'en sortit encore plus mal, avec seulement 8 hommes sur 185 encore debout. Le sergent technique Ted Senzaki fut parmi les premiers à atteindre le bataillon perdu vers 16 heures le 30 octobre. Ses premiers mots enregistrés aux Texans piégés furent « Vous avez besoin de cigarettes ?» La jonction était réalisée, mais la bataille était loin d'être terminée. Atteindre le bataillon perdu n'était que la moitié de la mission. Il fallait encore l'évacuer à travers 3 kilomètres de territoire tenu par l'ennemi. Les Allemands lancèrent immédiatement des contre-attaques pour refermer la brèche, entraînant des combats acharnés durant toute la nuit du 30 octobre. L'évacuation commença par les blessés. Les soldats Nisei portèrent des brancards à travers les forêts infestées de mines, tandis que les snipers et l'artillerie allemands continuaient de faire des leurs. Chaque trajet prenait des heures. Les porteurs de vent s'arrêtaient fréquemment pour se reposer ou se mettre à couvert. Les blessés légers et les soldats valides du bataillon perdu furent évacués au cours des 2 jours suivants. Durant toute cette période, le 442e dut maintenir le corridor ouvert contre les tentatives répétées des Allemands pour le couper. Les combats furent de souvent au corps à corps, les soldats utilisant des couteaux, des pelles de tranchées et des crosses de fusil quand les munitions manquaient. Au 1er novembre, les 211 membres survivants du bataillon perdu avaient été évacués. Le 1er bataillon du 141e d'infanterie avait perdu 64 hommes durant son encerclement, mais le 442e avait payé un prix bien plus élevé, plus de 800 pertes en 6 jours de combat. Le 12 novembre 1944, le général Dahlquist ordonna au 442e de se rassembler pour une cérémonie de reconnaissance. Il s'attendait à voir le régiment au complet, environ 3000 hommes. À la place, moins de 900 soldats se tenaient en formation.
Selon de nombreux témoignages, Dahlquist demanda au lieutenant-colonel Virgil Miller où était le reste du régiment. La réponse de Miller devint légendaire parmi les vétérans. « Mon général, c'est le régiment. Les autres sont soit morts, soit à l'hôpital. » Les pertes dévastatrices soulevèrent immédiatement des questions sur le commandement de Dahlquist. Pourquoi avait-il envoyé le 1er bataillon dans une position si exposée? Pourquoi avait-il choisi le 442e sous-effectif pour le sauvetage alors que d'autres unités plus importantes étaient disponibles? De nombreux vétérans et historiens ont conclu que Dahlquist considérait les soldats nippo-américains comme plus consommables que les unités blanches. La controverse s'amplifia quand, malgré les pertes dévastatrices du régiment, Dahlquist leur ordonna de poursuivre les opérations offensives pendant 9 jours de plus avant de finalement leur permettre de se reposer. Des années plus tard, quand Dahlquist aborda le lieutenant-colonel Gordon Singer à Fort Bragg en disant « Oublions le passé », Singer refusa apparemment de lui serrer la main devant des officiers rassemblés. L'héroïsme déployé lors du sauvetage du bataillon perdu aurait dû aboutir à de nombreuses médailles d'honneur. Initialement, cependant, pas un seul soldat ne reçut la plus haute décoration américaine pour cette action. Des croix du service distinguées furent décernées à des soldats dont les actions répondaient clairement aux critères de la médaille d'honneur. Un schéma de discrimination qui toucha les soldats asiatiques américains durant toute la guerre. Il faudrait plus de 50 ans pour que justice soit rendue. Dans les années 1990, le Congrès ordonna un réexamen des croix du service distingué attribuées aux vétérans asiatiques américains de la Seconde Guerre mondiale. La commission de révision trouva une discrimination systématique dans l'attribution des médailles. Le 21 juin 2000, le président Bill Clinton remit la médaille d'honneur à 22 vétérans asiatiques américains de la Seconde Guerre mondiale, dont à titre posthume, Barney Hajiro et George Sakato pour leurs actions lors du sauvetage du bataillon perdu. Dans son discours, Clinton reconnut l'injustice. Rarement une nation a-t-elle été si bien servie par un peuple qu'elle a si maltraité. Les statistiques du sauvetage du bataillon perdu racontent une histoire brutale. Hommes sauvés, 211 membres survivants du 1er bataillon, 141e d'infanterie. Perte du 442e, plus de 800 tués, blessés et disparus. Ratio des pertes, près de 4 pour 1. Jours de combat, 6 jours pour atteindre le bataillon, 9 jours supplémentaires d'opérations continues. Mais les chiffres ne peuvent capturer la dimension humaine. C'étaient des soldats américains dont les familles étaient emprisonnées par leur propre gouvernement, qui s'étaient portés volontaires pour combattre pour un pays qui mettait en doute leur loyauté, qui subirent des pertes qui auraient brisé la plupart des unités, tout cela pour prouver qu'ils étaient assez américains. L'impact psychologique sur les survivants fut sévère. Beaucoup souffrirent de ce que nous reconnaissons aujourd'hui comme un trouble de stress post-traumatique, TSPT, bien que le soutien en santé mentale pour les vétérans fût minimal à l'époque. Le concept culturel japonais du gaman, endurer l'insupportable avec patience et dignité, signifiait que la plupart souffraient en silence. Les archives militaires allemandes et les récits d'après-guerre révèlent que les forces de la Wehrmacht n'étaient pas préparées à l'intensité de l'assaut du 442e. Les soldats nippo-américains violèrent les attentes tactiques allemandes. Ils attaquaient frontalement des positions fortifiées, acceptèrent des pertes qui auraient dû stopper toute avance et continuèrent de combattre même blessés. Les rapports d'après-action du général Friedrich Wiese notèrent que le 442e a fait preuve d'un mépris des pertes sans précédent dans notre expérience de combat contre les forces américaines. Des soldats allemands rapportèrent que des soldats nisés et blessés continuèrent de se battre, que les unités maintenaient leur cohésion malgré des pertes dépassant 75% et que l'intensité du combat rapproché dépassait tout ce qu'ils avaient connu. La défaite dans les Vosges força le commandement militaire allemand à réévaluer ses hypothèses sur les capacités militaires américaines et sur le rôle des minorités raciales dans l'armée américaine. Les soldats nippo-américains, supposés inférieurs, avaient percé des positions que la Wehrmacht considérait imprenables. La relation entre les Texans sauvés et leurs sauveteurs nisés devint l'un des héritages les plus durables de la bataille.
Beaucoup des Texans avaient grandi dans le sud ségrégué et n'avaient jamais rencontré de Nippo-Américains auparavant. L'épreuve partagée transforma la méfiance initiale en une fraternité à vie. En 1962, le gouverneur du Texas, John Connally, proclama tous les membres du 442e Texan d'honneur en reconnaissance de leur sacrifice. Les vétérans des deux unités restèrent en contact pendant des décennies, assistant aux réunions, mariages et funérailles les uns des autres. Quand des sentiments anti-japonais refirent surface lors des ralentissements économiques des décennies suivantes, les vétérans du bataillon perdu furent parmi les premiers à prendre la défense des Nippo-Américains. Ils comprenaient, peut-être mieux que quiconque, le prix que les Nisei avaient payé pour prouver leur loyauté. Le sauvetage du bataillon perdu eut des implications bien au-delà de son importance militaire. Le sacrifice extraordinaire du 442e rendit impossible de justifier la poursuite de la discrimination contre les Nippo-Américains. Comment l'Amérique pouvait-elle maintenir que ses citoyens étaient déloyaux alors qu'ils avaient subi de telles pertes en sauvant des soldats blancs? Le 442e devint l'unité la plus décorée pour sa taille et sa durée de service dans l'histoire militaire américaine, obtenant 21 médailles d'honneur, la plupart attribuées des décennies plus tard, 29 croix du service distinguées, 588 étoiles d'argent, 5200 étoiles de bronze, plus de 4000 cœurs pourpres et 8 citations d'unités présidentielles. Leur service contribua à ouvrir la voie à la réparation pour l'internement des Nippo-Américains. En 1988, le président Ronald Reagan signa le Civil Liberties Act, présentant des excuses officielles pour l'internement et accordant une compensation aux survivants. De nombreux vétérans du 442e jouèrent un rôle déterminant dans l'obtention de cette reconnaissance. Les historiens militaires continuent de débattre de la nécessité du sauvetage du bataillon perdu et du fait que l'utilisation du 442e constituait une discrimination. Les preuves suggèrent des motivations complexes et des préjugés systémiques. Le général Dahlquist assigna systématiquement le 442e aux missions les plus dangereuses. Il ignora les demandes de repos et de renfort. Plus révélateur encore, il avait d'autres unités disponibles, plus grandes, plus fraîches, qui auraient pu tenter le sauvetage. La décision tactique d'envoyer le 442e sous-effectif plutôt que des unités fraîches de la 36e division reste controversée. Certains historiens soutiennent que le 442e fut choisi parce qu'il était la meilleure unité disponible. D'autres affirment qu'il fut sélectionné parce que les pertes nippo-américaines seraient plus politiquement acceptables que les pertes dans des unités blanches. Ce qui est indéniable, c'est que le 442e ne pouvait refuser la mission sans sembler confirmer les soupçons sur leur loyauté. Ils étaient piégés par les préjugés aussi sûrement que le bataillon perdu l'était par les Allemands. Le sauvetage du bataillon perdu offre des leçons profondes sur la citoyenneté, la loyauté et le coût des préjugés. Il démontre que mettre en doute la loyauté des citoyens sur la base de l'ascendance affaiblit l'efficacité militaire et viole les principes américains. Il montre comment les groupes marginalisés doivent souvent payer le prix le plus élevé pour prouver leur appartenance. Plus important encore, il prouve que l'identité américaine n'est pas déterminée par l'ascendance, mais par le sacrifice et le service. Les soldats Nisei définirent le patriotisme non comme une allégeance aveugle, mais comme le fait de se battre pour les idéaux américains, même quand l'Amérique n'atteignait pas ces idéaux. Le sauvetage démontra aussi la force que la diversité apporte aux forces militaires. La cohésion du 442e, née d'une marginalisation partagée, les rendit plus efficaces que les unités conventionnelles. Leur détermination à se prouver les poussa à des accomplissements extraordinaires. Au fil des décennies, le nombre de survivants diminua. Les vétérans du 442e et du bataillon perdu portaient des cicatrices physiques et psychologiques des Vosges. Mais ils portaient aussi un lien indestructible forgé durant ces jours terribles. Martin Higgins, vétéran du bataillon perdu qui avait envoyé les messages radio désespérés durant l'encerclement, maintint des amitiés à vie avec ses sauveteurs. Avant sa mort, il déclara « Ces garçons ont sauvé nos vies alors que leurs familles étaient enfermées chez nous. Ce n'est pas seulement du courage.
C'est une forme d'héroïsme que je ne comprends toujours pas pleinement. Le vétéran Nisei Suzito réfléchit. Nous sommes montés sur cette montagne pour sauver des soldats américains, pas des soldats blancs ou des soldats du Texas, des soldats américains. C'est ce que nous étions nous aussi, malgré tout, des soldats américains. Aujourd'hui, le sauvetage du bataillon perdu est étudié dans les écoles militaires comme un exemple de tactique de petites unités et de détermination extraordinaire. À West Point, une plaque honorant le 442e proclame « Ces soldats ont prouvé qu'une bravoure peu commune était une vertu commune ». Mais le plus grand héritage est social et moral. Le sacrifice du 442e contribua à transformer la compréhension américaine de la citoyenneté et de l'appartenance. Leur service rendit impossible de maintenir que la loyauté pouvait être déterminée par la race ou l'ascendance. Les vétérans du 442e utilisèrent leur autorité morale pour lutter pour les droits civiques après la guerre. Daniel Inouye, qui perdit son bras droit en combattant en Italie avec le 442e, devint le premier représentant d'Hawaï et servit au Sénat pendant près de 50 ans. Spark Matsunaga, un autre vétéran du 442e, le rejoignit au Sénat. Ensemble, ils furent déterminants dans l'obtention de la réparation pour l'internement. Le sauvetage du bataillon perdu révèle finalement le terrible coût des préjugés, non seulement pour ses victimes, mais pour la nation qui les entretient. Les pertes excessives du 442e furent en partie dues à leur besoin de prouver leur loyauté par un sacrifice extraordinaire. L'Amérique perdit beaucoup de ses meilleurs citoyens parce que les préjugés exigeaient qu'ils paient un prix plus élevé que les autres. La bataille exposa aussi des failles dans le leadership militaire quand il était influencé par des biais raciaux. La volonté apparente de Dahlquist d'utiliser plus librement les vies nippo-américaines que les vies blanches entraîna des pertes inutiles et reste une tâche sur son dossier militaire. Pourtant, de cette injustice émergea quelque chose de remarquable. La preuve que les idéaux américains sont plus forts que les préjugés américains. Les soldats Nisei ne se battira pas pour une Amérique parfaite, mais pour l'Amérique qui pourrait être, qui devrait être, et qui parvient parfois à le devenir. 30 octobre 1944, 16 heures. Le sergent technique Ted Senzaki, du 442e régiment de combat, émerge de la forêt et prend contact avec le bataillon perdu. Après 6 jours des combats les plus sanglants du théâtre européen, après plus de 800 pertes, la jonction est réalisée. Les Texans épuisés peuvent à peine croire que leurs sauveteurs sont nippo-américains. Certains n'avaient jamais rencontré d'Asiatiques américains auparavant. Pourtant, les voilà, ayant payé un prix presque inimaginable pour sauver des compatriotes américains. Ce moment, où les préjugés rencontrèrent le sacrifice, où les hypothèses rencontrèrent la réalité, où des Américains sauvèrent des Américains indépendamment de la race, résume à la fois la tragédie et le triomphe du sauvetage du bataillon perdu. Il représente l'Amérique à son pire, en voyant des citoyens mourir pour prouver leur loyauté tout en emprisonnant leurs familles. Mais il représente aussi l'Amérique à son meilleur, quand le courage transcende les préjugés et qu'un sacrifice partagé crée des liens indestructibles. En 2000, le monument Go for Broke fut inauguré à Los Angeles, honorant tous les soldats nippo-américains de la Seconde Guerre mondiale. Le monument liste plus de 16 000 noms de ceux qui servirent, dont plus de 700 qui moururent au service. Lors de l'inauguration, le secrétaire aux anciens combattants Herschel Gobert déclara « Ces soldats ont livré 2 guerres, l'une contre le fascisme à l'étranger, l'autre contre les préjugés à la maison. Ils ont gagné les 2, bien qu'à un coût qui devrait tous nous humilier. » Le monument porte la devise du 442e « Go for Broke ». Mais peut-être que le plus bel hommage vient des vétérans du bataillon perdu eux-mêmes, qui insistèrent pour que les noms de leurs sauveteurs figurent sur leurs propres mémoriaux. Comme le formula un vétéran du Texas, « Ce sont nos frères. Ils l'ont mérité avec leur sang. » Le sauvetage du bataillon perdu transcende l'histoire militaire pour devenir un moment déterminant de l'identité américaine. Il prouva que l'héroïsme n'a pas de couleur, que la loyauté ne peut être prédite par l'ascendance, et que le patriotisme le plus profond vient souvent de ceux qui ont le plus de raisons de mettre en doute leur pays.
Les officiers allemands qui méprisaient les Nisés comme des combattants inférieurs apprirent que le courage transcende la race. Les généraux américains qui les voyaient comme consommables apprirent que chaque vie de citoyen a une valeur égale. Les soldats du Texas qui n'avaient jamais rencontré de nippo-américains apprirent que la fraternité se forge dans le sacrifice, pas dans le sang. Plus important encore, l'Amérique apprit que ses plus grands défenseurs pourraient venir de ses communautés les plus marginalisées, que la force réside dans la diversité, et que le vrai test de la citoyenneté n'est pas de se battre pour un pays parfait, mais de se battre pour rendre son pays plus parfait. Les historiens militaires continuent d'étudier le sauvetage du bataillon perdu comme l'un des épisodes les plus extraordinaires de l'histoire militaire américaine. L'exploit tactique, percer des positions allemandes préparées malgré un désavantage écrasant, reste impressionnant, mais la signification morale éclipse l'accomplissement militaire. Le sauvetage démontra que les idéaux américains, égalité, justice, liberté, pouvaient triompher des préjugés américains. Il prouva que ce qui rend l'Amérique exceptionnelle n'est pas la perfection, mais la capacité à la rédemption par le sacrifice. D'un point de vue purement militaire, l'opération fut coûteuse. Plus de 800 pertes pour sauver 211 hommes violent tous les principes d'économie militaire. Mais l'histoire juge avec des critères différents des manuels militaires. Certaines victoires valent n'importe quel prix. Certaines positions doivent être prises indépendamment du coût. Certains principes doivent être défendus jusqu'à la mort. Le 442e comprenait cela. Ils sont montés sur cette montagne non seulement pour sauver le bataillon perdu, mais pour sauver la prétention de l'Amérique au leadership moral. Ils ne se battirent pas seulement contre les forces allemandes, mais contre les préjugés qui mettaient en question leur place en Amérique. Ils ne saignèrent pas seulement pour la victoire militaire, mais pour le principe que tous les Américains sont créés égaux. L'histoire du sauvetage du bataillon perdu est finalement celle de la complexité de l'identité américaine et du pouvoir rédempteur du sacrifice. Elle nous rappelle que la citoyenneté s'acquiert non par le droit du sang, mais par le service. Que les préjugés affaiblissent la nation qu'ils prétendent protéger. Et que la force de l'Amérique réside non dans l'uniformité de son peuple, mais dans la détermination de peuples divers à forger une destinée commune. Le 442e régiment de combat a tout risqué dans les montagnes des Vosges. Il a tout donné, sans rien garder en réserve. Ce faisant, il n'a pas seulement sauvé 211 soldats pris au piège. Il a contribué à sauver l'âme de l'Amérique, prouvant que même dans ces heures les plus sombres de préjugés et de peur, la nation pouvait produire des citoyens d'un courage si extraordinaire que l'ennemi comme l'allié en resterait en admiration. La forêt a repris la colline 617. Les trous de renards se sont remplis de feuilles mortes. Les bunkers se sont effondrés. Mais le souvenir perdure de jeunes hommes qui gravirent une montagne impossible, qui saignèrent pour ceux qui les méprisaient, qui moururent pour un pays qui n'avait pas encore appris à les aimer en retour. Ils étaient le 442e régiment de combat. Ils étaient nippo-américains. Ils étaient des patriotes. Ils étaient des héros. Et ils étaient, par-dessus tout, des Américains. Leur sacrifice résonne à travers les décennies, rappelant à chaque génération que la liberté a un prix, que la citoyenneté exige le service et que la plus haute forme de patriotisme est de se battre pour rendre son pays digne de ses idéaux. Dans les sombres forêts des Vosges, un groupe d'Américains marginalisés prouva que la loyauté ne peut être mise en doute quand elle est écrite en sang, que le courage n'a pas de couleur et que la vraie force de l'Amérique réside dans la volonté de tout son peuple, quelle que soit son origine, à se tenir unis pour défendre la démocratie. Le bataillon perdu fut sauvé, mais plus important encore, un idéal fut préservé. Qu'en Amérique, la citoyenneté ne concerne pas d'où vous venez, mais ce que vous êtes prêt à sacrifier pour les principes de dignité humaine et d'égalité. Le 442e prouva cette vérité de la manière la plus emphatique possible. Il mérita sa place en Amérique non par des mots, mais par des actes, non par le droit du sang, mais par le sacrifice, non par l'acceptation, mais par un courage indéniable. Tel est leur héritage. Que des préjugés les plus sombres peut émerger l'héroïsme le plus éclatant, que ceux jugés les moins loyaux peuvent s'avérer les plus fidèles,
et que la plus grande force de l'Amérique réside non dans l'uniformité de son peuple, mais dans son engagement partagé à défendre des idéaux plus grands que tout individu, que tout groupe, que tout préjugé. Le sauvetage du bataillon perdu reste l'un des épisodes les plus extraordinaires de l'histoire militaire américaine. Pas seulement pour ce qui fut accompli, mais pour qui l'accomplit et ce que cela signifiait. En ces 6 jours d'octobre 1944, le 442e régiment de combat ne sauva pas seulement un bataillon. Il contribua à sauver l'idée même de l'Amérique.